Salut. 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo, que vous connaissez peut-être si vous apprenez le portugais. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Portuguese with Leo. C'est vrai. Et aujourd'hui, on est à Lisbonne pour faire une vidéo ensemble. Et Léo parle aussi français, donc il va m'expliquer comment tu as appris et les meilleures astuces qu'il a pour apprendre le français et d'autres langues. Des langues, oui. C'est parti ? C'est parti. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais sur ta chaîne ? Je m'appelle Leonardo. Léonard en français. Léo, plus court, plus facile. Léo aussi, c'est un prénom français. Et ma chaîne, c'est un peu la même chose que tu fais ici sur YouTube, mais moins professionnel. Ma montage vidéo, c'est... Mais oui, c'est un peu la même chose. Je parle en portugais lentement, portugais lent, bien prononcé, et je raconte des choses sur le Portugal. Je parle beaucoup avec les mains aussi. Et je raconte des choses sur le Portugal. Je parle d'histoire du Portugal, je parle de culture portugaise. Je fais quelques vlogs aussi. C'est la même chose que tu fais, mais pour le portugais européen. Comme on l'a dit, tu parles français. Et quelles autres langues tu parles ? Alors, je parle français, plus ou moins. Ça va. C'est ma 5e langue. Comment est-ce qu'on dit ça ? De naissance. Je voulais dire in the order from the one I speak. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre, la langue que je parle le mieux et jusqu'à laquelle je parle le moins bien. Portugais, c'est ma langue maternelle. Après l'anglais, parce que je suis grandi aussi avec l'anglais à travers la télévision et la musique et tout ça. Ouais. 3e, l'espagnol, c'est aussi comme l'anglais où j'ai toujours parlé espagnol, même si pas au niveau de langue maternelle comme le portugais. Et après, on a l'italien que j'ai appris quand j'ai déménagé en Italie. J'ai vécu là pour 1 an. Erasmus, l'échange en Europe, l'échange universitaire européen. Et le français, ma 5e langue que j'avais appris avant. C'était du coup ma 4e à l'école. J'ai recommencé à apprendre depuis 1 an et demi, plus ou moins. D'accord. Depuis le Ça début fait pas si longtemps en fait. C'est plus ou moins la même âge que ma chaîne YouTube. Mon français et ma chaîne YouTube sont mes petits bébés. 1 an et demi chacun. Ça grandit. Ouais. C'est ce que j'allais te demander justement, depuis combien de temps tu apprends le français et surtout pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important en général de savoir pourquoi on apprend une langue, parce que ça permet de rester motivé sur la durée. Toi, c'était quoi ta motivation ? C'était, j'ai pas dit, ma 6e langue, l'allemand. Ok, pardon. Je parle vraiment mal, mais ouais. Okay. Ça compte presque pas. Ça compte quand même. Le français, je l'ai appris pour 3 ans à l'école, presque rien. Et j'ai commencé, quand la pandémie a commencé, je travaillais comme guide touristique. Quand la pandémie est arrivée, quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mon travail parce qu'il n'y avait pas de tourisme. Mais j'avais quand même des épargnes, on le dit comme ça, n'est-ce pas ? J'avais quand même des économies. J'avais mis de l'argent de côté, tu peux dire aussi. Ouais. Donc quand quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mon travail parce qu'on n'avait pas de tourisme. Mais j'avais quand même mis de l'argent de côté, donc j'ai pensé ça va durer quelques semaines, quelques mois. On pensait tous à l'époque. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, donc je peux attendre. Et pour pas, je connais pas ce mot-là. Pour pas waste my time. Pour pas gaspiller, pour pas perdre mon temps. En fait. Oui, pour pas perdre mon temps, pour profiter bien du temps que je vais rester à la maison sans rien faire. Pourquoi pas améliorer mon français ? Parce que c'est une langue qui est très similaire. C'est une langue de la même famille des autres langues que je parle, le portugais, espagnol, l'italien. L'italien surtout sont très similaires, le français et l'italien. Ouais. Et donc je suis sûr que si je m'y mets, je fais un effort, si je cherche bien d'améliorer mon français, je peux vite arriver à parler bien le français. Ouais. Et donc ça, je crois que ça c'est motivation, suffisamment de motivation. Si tu peux t'imaginer comment ça va être quand tu arrives au niveau que tu veux, comment ça va être, et tu aimes ça. Donc, ce que tu imagines, c'est une chose que tu aimes.
pouvoir être avec des francophones et parler avec eux et parler naturellement, même si je fais des fautes, même si j'ai un accent et même si des fois je mispronounce certains mots. Mispronounce, Je prononce mal prononce mal, certains mots. J'avais déjà cette expérience de parler une langue étrangère si bien que les natifs te traitent différemment, comme si tu étais un d'eux. Ouais, ils te parlent sans faire d'efforts pour que tu les comprennes. Ouais. Je savais déjà comment ça c'est. Quand tu sais ça, tu peux imaginer ça, tu peux bien voir ton objectif. Ça te donne beaucoup de motivation, je trouve. Et comme c'est un petit peu des techniques de visualisation aussi, en fait, de te projeter et de te dire quand je serai capable d'avoir une conversation, ce sera vraiment cool, quoi. Et ça, c'est nécessaire parce qu'au début, même si tu stai dei mesi. Ah, tu passes des mois. Oui, même si tu passes des mois à étudier. Et après des mois, en apprenant la langue, tu parles avec quelqu'un et tu comprends presque rien, même si c'est dur ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette motivation et visualiser, comme tu disais, le but. Donc la dernière fois qu'on avait discuté des langues et tout ça, tu m'avais expliqué que tu étais quelqu'un de très organisé. Est-ce que c'est le cas aussi dans ta façon d'apprendre des langues? Est-ce que tu as une méthode particulière que tu respectes, une bonne organisation? Oui, je crois que j'ai une méthode. Je suis très organisé dans la façon. Une routine aussi? Une routine, plutôt que ça, une stratégie quand je commence. Une stratégie que j'adapte au fur et à mesure de l'apprentissage parce que notre façon d'étudier une langue quand on est au début, ça peut pas être la même façon quand on est à un niveau un peu plus intermédiaire. Donc, mais oui, c'est vrai que je suis organisé, je suis un peu perfectionniste aussi, j'aime bien avoir les choses à leur place et tout ça. Mais je crois que mon organisation. Merci. Mon organisation au moment d'apprendre les langues, ça vient aussi de mon expérience. Pas seulement du fait que je suis organisé naturellement. Parce que je sais maintenant comment quel pas suivre pour plus vite arriver loin avec une langue. Donc, si vous voulez quelques conseils, si tu décides de faire quelque chose, et au début, c'est intéressant, ça t'intéresse, tu fais soit que tu études des mots isolés, ou soit que tu commences à écrire, tu fais quelque chose, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, ça commence à devenir une tâche trop lourde, que tu fais pas. Parce que c'est pas fun, en fait. Parce que c'est pas fun, oui. C'est mieux de changer que d'insister. Parce que si tu cherches d'insister, tu vas pas le faire, tu vas commencer à manquer 1-2 jours, ça devient 3-4 jours. Quelques semaines plus tard, tu fais français une fois par semaine. Donc c'est mieux si tu vois que tu es en train de t'ennuyer. De t'ennuyer avec le français, avec la chose que tu es en train de faire pour le français, tu changes. C'est pas le français qui est ennuyant, c'est la méthode que tu es en train d'utiliser. Tu vois, c'est pas que je suis organisé, mais j'ai déjà de l'expérience qui me permet de... Et tu sais ce qui fonctionne pour toi, en fait. Oui, et je sais... pas forcément pour tout le monde de la même manière. Et je sais remarquer quand est-ce quelque chose arrête de fonctionner pour moi et est en train de devenir ennuyant pour moi, et je change. Pour donner des exemples plus concrets, au début, je l'ai fait avec le français, j'ai cherché la liste des 1000 mots les plus utilisés. Au début, j'avais ça, et chaque jour, j'écrivais 5-10 mots français, portugais ou français, italien. J'ai cherché d'utiliser la langue la plus proche au mot. Au bout de 2 semaines, en faisant ça, c'était plus intéressant pour moi. Donc j'ai commencé à changer la méthode, j'ai écouté des podcasts et tout ça. J'ai commencé à parler à voix haute avec moi-même. Et ça, je le fais encore. C'est pas... Moi aussi. Toi aussi. Oui, on est des fous ici. Quand on est tout seul. Quand je suis seul chez moi, je fais ça. Je décris ce que je suis en train de faire en français. Ou je pense à voix haute en français. J'écris aussi. Je prends mes notes
prendre des notes, on dit. Ouais, tu prends des notes. Oui, ou je prends mes notes en français aussi. Ouais, mais ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Se parler à soi-même, ça fait vraiment pratiquer la langue sans que personne juge en même temps. Et on peut prendre plus le temps de réfléchir, de s'arrêter, regarder Google Traduction pour trouver J'ai le toujours mot. mon téléphone en main. Et oui, et c'est vrai que justement, parler tout seul, ça aide à surmonter cette peur de juste parler, en fait, de juste prononcer au début, c'est bon. une autre langue. Mais on doit aller après au pas suivant qui est parler avec des personnes. Avec des vraies personnes. Ça, on part. Tu m'avais demandé si je suis organisé. On a déjà passé ça et on part stratégie. Une autre stratégie que je trouve c'est important, ça dépend aussi du budget. Du budget. Du budget. Les mots français pris de l'anglais. Tu as une vidéo sur ça? Ouais, j'en ai fait. Tu as mis le mot budget? Oui, et souvent c'est des mots qui font des allers-retours en fait. C'est intéressant parce que je crois que budget, alors peut-être que je dis une bêtise, mais ça vient du mot bourse, qui est français, qui est parti en Angleterre, qui a été un peu transformé, ensuite qui est revenu. Oui, ça se passe beaucoup. Voilà. Parlons de stratégie. Une chose ça dépend du budget. Si vous avez de l'argent, payez un prof privé. Si vous n'avez pas, cherchez quelqu'un qui parle le français et qui veut apprendre votre langue et faites un échange linguistique. Moi, je fais ça maintenant, je le fais depuis quelques mois. Ça aide beaucoup, avoir quelqu'un qui te corrige son sujet et qui est là pour ça. Et ça donne de la motivation pour continuer, parce que si tu dois voir cette personne chaque semaine ou 2 fois par mois, même si tu n'as rien fait cette semaine, au moins ça tu vas faire. Et normalement, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui va te demander alors parlons français, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, baba. Ça va déjà te donner un peu de motivation, un peu de quel est le mot, un peu de honte si tu as rien fait. Oui, c'est ça. Donc, un peu de pression. Un peu de pression, oui. Donc ça, c'est déjà bon pour. Pour avoir quelqu'un en fait qui t'accompagne un petit peu dans cette aventure entre guillemets. Et si vous pouvez payer un prof, c'est bon parce que c'est son boulot, c'est son travail. Cette personne doit vous aider. Mais si vous ne pouvez pas, chercher quelqu'un de sérieux, même si ça vous prend un peu plus de temps, de trouver la personne juste. Je trouve que trouver la personne juste qui a les mêmes intérêts, pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs que vous dans le champ de l'apprentissage de langue. Donc trouver quelqu'un qui est aussi sérieux, qui a ça aide beaucoup. Les mêmes objectifs. Et justement, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que j'ai lue plusieurs fois dans les commentaires, c'est comment trouver un partenaire d'échange. Toi, par exemple, comment t'as fait? Alors moi, c'est pas un bon exemple parce que j'ai ma chaîne. Donc on m'a contacté parce que dans une vidéo, ma dernière vidéo de 2020, j'ai expliqué quelles étaient les langues que je parlais, quelles étaient les langues que j'étais en train d'améliorer. Et la personne avec qui je fais mon échange m'a écrit j'ai vu la vidéo. Si tu veux, mais si vous n'avez pas une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés, beaucoup de personnes. ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des groupes Facebook, par exemple. Cherchez soit dans votre ville. Aujourd'hui, avec Internet, ça ne doit pas être forcément quelqu'un qui habite dans votre ville. Oui, en fait, ça peut être n'importe où. Donc, cherchez où. Si vous cherchez, par exemple, vous êtes portugais et vous voulez apprendre le français, vous êtes à Lisbonne, vous allez sur Facebook, français à Lisbonne, francophone à Lisbonne, français au Portugal. Il y a énormément de groupes. Et pour tous les pays, ça fonctionne. Pour tous les pays, pour toutes les langues. Donc, et là, vous allez trouver des francophones qui sont dans votre pays. Donc, sûrement, ils veulent apprendre votre langue. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un et proposer de faire un échange. Et il y a beaucoup de gens. Donc, groupe Facebook pour échange de langue et groupe Facebook de francophones, parce qu'on parle du français, francophones
dans votre pays ou Ouais. votre ville. Oui, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Moi, quand j'habitais à Paris, j'avais fait ça pour l'allemand. Ça n'avait pas duré parce que, pareil, j'étais pas assez sérieuse avec l'allemand à ce moment-là. Mais voilà, les Allemands à Paris ou quelque chose comme ça, et ça avait fonctionné, j'avais trouvé quelqu'un. Ouais. Moi, un des sujets dont j'aime beaucoup parler sur ma chaîne, c'est les expressions et les mots d'argot en français, le verlan, tout ça. Parfois, alors j'ai lu des commentaires de personnes qui me disaient oui, mais ça c'est un niveau trop avancé ou même un peu inutile pour quelqu'un qui apprend. Est-ce que tu trouves que c'est le cas ou pas? Non, je trouve pas que ça soit inutile parce que c'est comme les gens parlent. Oui, en fait, ouais, c'est ça, c'est des mots de tous les jours. Ouais. Quoi. On avait dit au début que une des choses que je fais je crois que c'est bon à faire pour maintenir la motivation, c'est d'imaginer notre but, comment ça va être quand on arrive à la place où on veut arriver avec la langue. Donc, ça dépend toujours de nos objectifs. Mais si c'est le cas pour vous, comme c'est pour moi, que je veux apprendre le français pour parler avec les francophones et pas les francophones du 19e siècle, les francophones du 20e de siècle. 2021, De même, 2021. parce qu'en 2010, c'était encore différent. Oui, ouais, ça va vite. Alors, si je veux parler avec des francophones de mon âge, de 2021 et en avant, alors il faut apprendre comme ils parlent. Ça aussi avec la grammaire, par exemple, j'ai pas appris et je crois que je vais jamais apprendre le passé simple. Non, c'est pas parce que utile. je vais jamais l'utiliser. C'est plus important d'apprendre les mots d'argot que le passé simple. C'est la même logique un petit peu que les 1000 mots les plus utiles finalement. Oui, ouais. C'est la même logique d'apprendre les mots que les gens avec qui on va parler cette langue parlent. Et si ce sont les mots d'argot, alors pas penser que ce sont des mots d'argot, penser simplement que ce sont des mots. Il faut les apprendre. Les jours, ouais. Et oui. C'est un peu, finalement, ça reste juste des synonymes. Il faut juste comprendre que si vous faites des études de langue, on va pas les écrire dans un devoir ou dans un email officiel, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est des mots vraiment, vraiment utiles. Ouais. Et ça, c'est pas seulement ça, cette idée de... On ne peut pas les écrire dans certains contextes. Ça c'est pas exclusif aux mots d'argot. Cette logique s'applique à tout en français. Ouais. Utiliser le vous, utiliser le tu, ça dépend du contexte. Utiliser les mots d'argot, ne les utilisez pas, ça dépend du contexte. Ça, dans toutes les langues. Donc on ne doit pas penser, mots d'argot, je ne vais pas les apprendre parce que c'est de l'argot. Non, si les gens les utilisent, alors il faut les apprendre. Oui, parce que c'est comme ça qu'on comprendra de toute façon. Sinon, si on n'apprend pas les mots d'argot, je pense qu'on perd la capacité de compréhension de beaucoup de choses. Et ça se relationne aussi avec la question de la culture. Parce que, par exemple, en français, vous utilisez beaucoup plus l'argot, je trouve, que dans... L'argot, dans toutes les langues, on l'utilise, mais par exemple, l'inverse, le verlan. Le verlan, oui, c'est encore autre chose. C'est parler à l'envers. Ça existe aussi, par exemple, dans l'espagnol argentin. Mais ils l'utilisent très peu. C'est quelques fois. Mais en français, il y a des mots que 80% des fois on l'utilise en verlan et seulement 20% on les utilise normalement. Donc, si la majorité des gens, dans la majorité des situations, les utilisent en version verlan, alors il faut les apprendre comme ça. Oui, c'est vrai. Parce que ça devient un nouveau mot presque, en fait. Et c'est les mots les plus utilisés. Et ça change même un petit peu de sens quand ça devient du verlan, parfois. Pour revenir aux méthodes d'apprentissage, c'est vrai qu'au début, en général, quand on apprend une langue, ça commence comme ça et après, on stagne un peu. Moi, par exemple, j'avais cette impression-là quand j'ai commencé l'italien. Au début, je me disais, c'est comme le français, ça ressemble beaucoup, c'est super facile. Et après, au bout d'un moment, je me disais, j'ai l'impression que j'aurai toujours ce niveau-là. Donc, est-ce que toi, parce qu'en plus, tu n'as jamais vécu en France. Jamais. Donc, comment tu as fait pour avoir un niveau... qui est pas mal. Quand même. Alors, comment j'ai fait? Ou au moins pour dépasser le plateau. Est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça m'arrive et j'étais dans cette situation-là jusqu'à quand je t'ai dit, parce qu'on avait déjà parlé de faire cette vidéo,
qu'on est en train de faire maintenant. Et j'ai dit oui, mais si tu veux, j'aimerais bien faire une vidéo en français sur ta chaîne, mais pas maintenant parce que je ne me sens pas à l'auteur. Ouais. Et ça, Il y a plusieurs mois déjà. Plusieurs mois, oui. Et c'est vrai que j'aurais pu rester sur cette... Est-ce qu'on dit plateau aussi? Oui, sur ce... Ou est-ce que les Anglais ont pris ce mot du français, après vous n'utilisez pas? À ce niveau peut-être. Oui, et j'aurais pu rester à ce niveau-là. Et ça, c'est aussi vrai quand on parle de notre capacité de produire la langue. Parce que même si on peut améliorer notre compréhension en étant exposé à la langue, c'est plus difficile de dépasser le plateau de produire la langue, je trouve. Tu vois, il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui nous regardent maintenant, que peut-être comprennent bien le français, mais n'arrivent presque pas à parler. Ouais, et ça, c'est le plateau le plus difficile à dépasser. Et j'aurais pu rester, même si je regarde tes vidéos, les vidéos de Hugo, de Inner French et autres vidéos pour natifs. Elle a une vidéo où tu recommandes des youtubeurs francophones. toute une liste de et je suis quelques youtubeurs francophones, même si je pourrais et je continue à regarder toute cette vidéo, je pourrais quand même rester dans ce même niveau de blocage pour parler. Quand on parle de ma capacité de produire la langue, de parler, écrire. Et je crois qu'au début, c'est facile. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, comme on a dit. Au début, les mots les plus utilisés, les phrases les plus utilisées, parler avec nous-mêmes. Chaque phrase qu'on dit, on découvre des nouveaux mots qu'on ne connaissait pas. Mais au bout d'un moment, on commence à voir que, ok, il y a beaucoup de choses que je sais déjà dire, mais quand j'entends les natifs, je comprends ce qu'ils disent, mais j'aurais jamais pu le dire de la même façon. Faire cette phrase, arriver à dire ça. Tu vois, ça arrive souvent. J'ai tout compris, mais si moi je devais dire ça, j'aurais pas pu. J'aurais pas su quel mot utiliser. Alors pour dépasser ça, il faut se mettre dans les situations, sortir de son zone de confort. Par exemple, maintenant, cette vidéo, pour moi, c'est ça. On aurait pu attendre des années jusqu'à, je te dis, je suis prêt pour faire la vidéo. Mais finalement, je t'ai dit, elle me dépassait en abonnés. J'ai dit, maintenant c'est le moment parce que beaucoup de gens vont voir. Et quand tu m'as dépassé, j'ai dit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas seulement ça. C'est parce que, comme j'ai dit, je travaille comme guide touristique et j'ai aussi eu l'opportunité pour faire des tours en français. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait mon premier tour en français. Donc j'ai pensé, alors si je vais déjà... Ça, c'est la situation inconfortable dans laquelle je me suis mis. J'ai décidé, si je vais déjà faire ça, si je vais déjà me concentrer et devoir apprendre le français, pourquoi pas faire aussi la vidéo presque plus ou moins en même temps, parce que je sais que ça va être 1 semaine, 2 semaines intensives de français. Et donc, c'est le fait que je me suis mis dans cette situation inconfortable, je dois forcément apprendre bien le français, que j'étais capable de dépasser ce plateau. Oui, c'est ça. Alors peut-être que pour résumer, en fait, c'est que quand on stagne, il faut se faire une période de vraiment intensif. Et pour faire cette période, la meilleure façon, c'est de se poser, de se mettre un objectif difficile et inconfortable. Bon, merci beaucoup pour ta participation. Merci pour tous les conseils. De rien. C'était un plaisir. Je pense que vous avez de quoi vous inspirer. Là, on a parlé de plein de méthodes différentes. Pour résumer, en gros, c'est faites ce qui vous plaît, travaillez sur ce qui vous intéresse, parce que apprendre une langue, comme on a dit, il n'y a pas de recette miracle pour apprendre en 3 jours, c'est vraiment sur le long terme. C'est dommage. On aimerait bien, mais c'est pas encore possible. S'il y en a parmi vous qui apprennent le portugais, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne de Léo. Ça s'appelle Portuguese with Leo. Je vous laisserai le lien dans la description. Venez, regardez les vidéos et mettez des likes, j'aime, des commentaires aussi sur cette vidéo-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. C'est Portuguese with Leo aussi. Oui, toujours ça. Voilà. French Mornings with Elisa. Et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt. Ciao.